Je n'aime pas beaucoup parler assis, donc si ça ne vous ennuie pas, je vais vous parler debout, surtout que comme on m'a laissé tout seul, maintenant j'ai la place de circuler. Le sujet que m'a proposé Madame le professeur Lasserre est simple. La médiation, pour quelles affaires? Avant de parler du sujet, je voudrais, si vous voulez bien, vous parler en quelques minutes d'un sujet qui me passionne, moi. Qu'est-ce que je fais là? J'ai commencé par être avocat. J'étais un drôle d'avocat parce que j'ai pas du tout fait ce métier par intérêt pour le droit, ni pour la plaidoirie, ni pour quoi que ce soit, mais ça me permettait de faire deux choses qu'aucune autre profession me permettait de faire, être international et être indépendant. Il n'y a pas d'autre métier qui vous permette de le faire, du moins j'en ai pas trouvé à l'époque. Ça veut dire que j'avais des clients qui étaient surtout des clients étrangers venant travailler en France ou des Français allant travailler à l'étranger. Et vous imaginez bien que les étrangers n'avaient aucune appétence pour les tribunaux français et vice-versa. Autrement dit, je me suis trouvé dans une situation où je devais essentiellement chercher à négocier. Et vous savez quoi? Ça marchait très mal. Mais très très mal. C'est-à-dire que mon taux de réussite était de l'ordre de 5%. Alors, j'étais amené à me demander pourquoi. Et quand j'y ai réfléchi, je me suis dit, essayons d'imaginer une négociation que je suis en train de mener. Et je négocie avec mon confrère et ami Hubert Verken, et je lui dis, Hubert, ton client a tort, le mien a raison. Donc, fais comme je te dis, ou fais-lui faire comme je te dis. Ce à quoi Hubert me répond, ton client a tort et le mien a raison. Vous attendiez une autre réponse? C'est forcément celle-là. Autrement dit, je fais pression sur lui. Et plus je vais faire pression, plus il va résister. Et notre taux d'échec est nécessairement énorme. Parce que nous nous référons aussi à quelque chose d'irréel. Quelque chose d'irréel, c'est le droit. Le droit, c'est pas la vie. Faites attention, au cours de vos études, vous aurez embrassé tous les domaines de la vie et vous aurez l'impression de connaître les ressorts de la vie. Pas du tout. En réalité, la vie, elle se fait, puisqu'on parle de droit économique, en fonction des parts de marché qu'on veut conquérir, de la valeur qu'on veut donner à son entreprise pour la revendre, des dividendes qu'on veut recevoir, que sais-je, de la mégalomanie du patron, toutes sortes de bonnes motivations, mais qui ne sont certainement pas le droit. Jamais, enfin moi je ne connais pas de dirigeant d'entreprise qui ait le code de commerce sur sa table. Sauf peut-être ceux qui sont juges consulaires, et encore j'en suis pas toujours persuadé. Mais vous voyez, on est face à autre chose. Et je me rendais bien compte qu'il se passait quelque chose qui n'allait pas. En 1981, je suis allé j'étais déjà avocat, et depuis longtemps. Je suis allé à New York. Et à New York, j'ai trouvé un bouquin qui s'appelle, en bon français, Comment réussir une négociation, en anglais, Getting to Yes, il est très connu par son titre anglais, qui émanait d'Harvard, et qui, pour la première fois, écoutez-moi bien, la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous enseignait comment nous mettre d'accord. Depuis que l'homme existe, on enseigne comment se combattre. Se combattre physiquement, se combattre par le droit, se combattre par l'autorité. En 1981 seulement, on a décrit des méthodes pour se mettre d'accord. Je suis tombé là-dessus, j'ai adoré. Et j'ai commencé à pratiquer. Mon taux de succès est passé de 5 à 10% à environ 40%. 40%, ça reste la minorité, c'est pas formidable. Et puis,
il s'est passé ce que rappelait un des orateurs, je ne me souviens plus qui c'était, la crise de l'immobilier à Paris 1992, la mise en place des mandats ad hoc par le tribunal de commerce de Paris. Et là, nous étions dans une situation absolument effrayante. Qu'est-ce qui s'était passé? Il s'était passé que des marchands de biens avaient spéculé sur l'immobilier au point qu'à cette époque où nous avions une inflation de 5%, on pouvait espérer un retour sur investissement de 1%. N'importe quel idiot aurait compris que le marché allait s'écrouler. N'importe quel idiot, sauf bien sûr ceux qui font toujours la même erreur depuis des siècles, les banquiers. Et les banquiers nous poursuivaient pour qu'on leur trouve des clients. Ils prêtaient sur l'immobilier à 120%, c'est-à-dire le prix d'achat plus les frais d'achat, plus éventuellement les travaux. Évidemment, le marché s'est cassé la gueule en un mois. L'immobilier, on était uniquement sur l'immobilier de bureaux parisiens. Mais toutes les banques, les plus petites banques régionales étaient toutes dedans. Jusque-là. Tout s'est cassé la gueule en un mois. L'immobilier a perdu 75% de sa valeur. Et là, il se posait une question. Mettre tous les marchands de biens en faillite, pas un problème. Mais la plupart des banques étaient virtuellement en faillite. Et c'est à ce moment-là que M. Rouget, c'est toi qui l'as cité, M. Rouget, le président du tribunal de commerce de Paris, a réuni les gens et leur a dit « ça peut pas aller comme ça ». Et tout le monde a dit, et surtout les banquiers ont dit « mais nous ne pouvons rien faire ». Pourquoi? Parce que si nous remettons de l'argent, on va nous accuser de crédit mérité. Si nous nous mêlons de reprendre les affaires, on va nous dire qu'on s'introduit dans la gestion et nous allons avoir non seulement perdu nos créances, mais nous serons responsables de tout le reste du passif. Pas question. Alors on les a couverts, on a suspendu, on les a invités à suspendre l'exigibilité de leurs créances pour que le processus puisse se dérouler et on a sauvé presque toutes les affaires et toutes les banques. Vous voyez cette idée qui d'un seul coup m'a fait comprendre, parce que j'étais là-dedans jusque-là, parce que j'étais parfois avocat de banque, parfois avocat de débiteur et parfois avocat ou plus exactement conseil des mandataires ad hoc. Là, j'ai vu quelque chose. J'étais à 40%, on arrivait à 90%. D'accord. Il y avait une magie. Une magie, c'est ce tiers qui est là au milieu. Du coup, je suis devenu médiateur, et puis il y a 10 ans, j'ai quitté le barreau pour ne plus faire que ça à temps plein. Je vous ai raconté cette histoire pour essayer de vous faire comprendre ou essayer de vous imprégner de cette idée qui a été soulevée tout à l'heure, de savoir quel est le sens de notre métier, ou de vos métiers, que vous décidiez d'être magistrat, d'être avocat, d'être conseil d'entreprise, n'importe quelle fonction. Pour qui est-ce que je travaille? Est-ce que je travaille pour moi? Je me fais plaisir en faisant sentir au parti mon pouvoir de juge, mon impérium? Est-ce que je travaille pour faire de l'honoraire? Ou est-ce que je travaille comme conseil comme juriste d'entreprise au moyen de mon arme favorite qui est le parapluie consistant à renvoyer la responsabilité sur les conseils extérieurs? Ou bien est-ce que je travaille pour les partis? Est-ce que mon rôle social, comme l'a expliqué M. Vert, c'est d'aider les partis, de ramener de l'harmonie sociale? Comme avocat, est-ce que mon rôle c'est de faire du droit ou est-ce que mon rôle c'est de soutenir l'entreprise? Et ça, c'est fondamental pour vous. Quand vous allez rentrer dans la vie professionnelle, sachez ce que vous voulez faire. Si vous savez ce que vous voulez faire, vous aurez une carrière heureuse. Si vous vivez sur cette ambiguïté, vous aurez une carrière malheureuse. Les burn-out, c'est entre autres ça. Ce sont tous ces gens qui travaillent contre leurs propres valeurs et qui les amènent à des tensions et à la crise. Alors, venons-en maintenant au sujet, j'ai beaucoup parlé de moi, mais venons au sujet lui-même. Et ce que je vous propose, c'est cette question, la médiation pour quelles affaires, de la poser aux seules personnes que ça intéresse,
c'est-à-dire les dirigeants d'entreprise. Je suis dirigeant d'entreprise. C'est quoi mon métier? Mon métier, c'est de passer des accords. C'est mon seul métier. Je dois passer des accords avec des gens qui vont me louer des locaux pour exercer mon activité, ou me les vendre, ou me les construire, des accords avec mon personnel, des accords avec mes fournisseurs, des accords avec mes clients, etc. Une entreprise, mon rôle de chef d'entreprise, c'est de faire des accords. Le droit là-dedans, ça a plusieurs fonctions. D'abord, c'est l'ordre public. Hein. C'est ce que j'ai pas le droit de faire, sous menace de sanctions pénales. Cet ordre public, il est de plus en plus prégnant, avec toutes les règles qui s'imposent en matière d'environnement, de sécurité, de règles financières, que sais-je, de plus en plus prégnant. Donc ça délimite le domaine dans lequel je peux agir. Et puis en dehors de ça, qu'est-ce que ça va être, le droit? Ça va être mon avocat qui va me rédiger des contrats, ou mon directeur juridique qui va me rédiger des contrats. Qu'est-ce qu'ils vont me donner, les contrats? Ils vont me donner deux choses. Ils vont me donner un travail d'ingénieur et de chef de projet. L'ingénieur, c'est celui qui va vous dire quel produit il faut utiliser pour construire telle ou telle machine. Et puis le chef de projet, c'est celui qui va dire comment ça va se régler dans le temps, comment on va travailler les choses. Et puis, ensuite, c'est aussi un travail de juriste. Et le juriste, c'est quoi sa partie? C'est d'organiser la sanction des obligations qui n'auront pas été exécutées, qui auront été prévues et non exécutées. C'est un travail de sanction. Alors, sanction. L'autre n'a pas fait ce qu'il devait faire. Je vais au tribunal. Qu'est-ce qui va se passer? On vous l'a déjà dit, un des problèmes de la justice, tout le monde le dit, tout le monde le sait, c'est le temps. Hein? Vous ne pouvez pas régler une première instance, même en arbitrage et en arbitrage qui se passe bien, en moins d'1 an. Qu'est-ce qui, dans la vie, peut attendre 1 an? Est-ce qu'un contrat peut être suspendu pendant 1 an? Non. Non. Ça veut dire que vous avez commencé par tuer la relation. Nécessairement. Vous savez, Monsieur Pierre Drey, qui a été déjà cité aujourd'hui, ancien premier président de la Cour de cassation, disait que la justice apporte des solutions mortes à des questions mortes. Je trouve ça tragique de dire ça à la fin d'une carrière de magistrat. Mais c'est une grande lucidité, et c'était je crois, dans son dernier discours où il soutenait vivement la médiation. Le deuxième problème, c'est que, comme je l'ai déjà dit, le droit et la vie des affaires sont deux domaines complètement différents. On ne cherche pas à faire du droit, on cherche à passer des accords, à gagner de l'argent, à avoir de bons actionnaires, que sais-je. Donc la réponse est une réponse à côté de la plaque. À côté de la plaque. Vous êtes trop jeune, je pense, pour avoir eu des procès, mais si un jour vous avez un procès, allez écouter votre avocat plaider. Et vous allez vous demander si c'est bien de votre affaire qu'il parle. Pas parce que c'est un mauvais avocat, mais parce qu'il doit poser les problèmes dans des termes juridiques qui n'ont rien à voir avec ce que vous avez vécu. Nous avons un troisième problème. C'est que la justice ne peut pas être créative. Toutes les anecdotes que vous a racontées Claude Amard, on a toujours résolu le problème à côté du problème. C'est ça que je me suis trouvé, pour parler d'investissement, je me suis trouvé dans un procès dans lequel je défendais un emprunteur face à une banque d'investissement dirigée par un énarque, une petite banque d'investissement de région. Et ça se passe devant le tribunal de Paris. Et il fait une demande, je ne sais plus quelle est la demande contre moi, contre mon client, et le juge lui dit « Mais monsieur, c'est pas possible, le contrat dit le contraire, voyez-vous ?»
Et ce monsieur, avec sa puissance d'énarque, dit au juge, eh ben, vous n'avez qu'à changer le contrat. Eh ben non. Le juge, il ne change pas le contrat. Il n'a pas ce pouvoir. Et pourtant, ce monsieur, dans un sens, avait raison. Il aurait fallu changer le contrat. Mais ce contrat, vous ne pouvez le changer que par un accord. Donc, encore une fois, même en situation de conflit, le contentieux est la plus mauvaise réponse qui existe, sans parler de ce que vous a déjà dit Monsieur Lelièvre sur la difficulté d'exécuter. Moi, dans ma carrière, je me demande combien de décisions de justice j'ai exécutées. Sans doute pas 5% des jugements que j'ai obtenus. Ou bien parce que ça ne pouvait pas être exécuté, pour des raisons techniques, ou bien parce que les gens étaient devenus insolvables. Donc vous voyez, on a une mauvaise réponse. Alors mon job de dirigeant d'entreprise, c'est à nouveau de trouver des accords. Mais c'est difficile. Mais c'est très difficile, surtout quand la situation est tendue, quand on a l'impression que l'autre n'a pas bien agi. Alors, il faut essayer de trouver autre chose. Et c'est dur. Et c'est tellement dur qu'on a besoin d'aide. Et c'est ça, vous qui serez avocat, que vous devrez faire comprendre à vos clients. Vous, avocat, vous avez l'arme du droit, c'est-à-dire « j'ai raison, tu as tort ». Ça marche pas. Lui, il a son vécu d'émotions dures. Il en veut à l'autre. Et on ne se tombe pas dans les bras quand on s'en veut à ce point-là, même si on cherche à maintenir la relation. Je suis en ce moment dans une des médiations les plus difficiles que j'ai eues de ma vie, entre une des plus grandes entreprises françaises et une PME. Et la PME dit, je suis là, je suis prêt à presque tout sacrifier pour maintenir la relation commerciale. Et les autres nous disent, oui, mais vous nous avez tellement exaspérés pendant l'exécution du contrat qu'on n'est pas sûr d'avoir envie de travailler avec vous. Vous voyez, c'est ces tensions humaines. Il ne faut pas croire que les entreprises, c'est pas de l'humain. C'est de l'humain multiplié par le nombre d'intervenants. C'est beaucoup plus dur qu'une médiation entre deux personnes physiques. Et donc, j'ai perdu le fil de mes idées. Ça va revenir. Je parlais de passer ces accords. Nous avons besoin d'aide, disais-je. Et l'aide à la médiation, à la négociation, c'est la médiation. La médiation, en tout cas en matière économique, c'est clairement de la négociation assistée. Les gens doivent négocier et nous venons les assister, les aider. Pourquoi? Parce que nous avons appris un certain nombre de techniques. Claude Amard vous a parlé de la différence entre les intérêts et les positions, toutes sortes d'autres techniques que nous avons appris qui peuvent les aider à trouver une solution. Alors c'est très abstrait ce que je vous dis, je vais essayer. Claude vous a déjà donné toutes sortes d'exemples. Je vais vous en donner un seul. Pardon à ceux qui m'ont déjà entendu, ils ont déjà entendu l'anecdote, mais elle me frappe tellement parce qu'elle montre tellement quel est le rôle du médiateur. C'est la suivante. Elle concerne un établissement bien connu, je peux le citer parce que le patron y a donné beaucoup de publicité, c'est le Bataclan. Le Bataclan, bien avant les attentats, le Bataclan a été construit à la fin du 19e siècle. Il touche un immeuble adjacent. Il n'y a jamais eu de problème parce que l'insonorisation phonique a été extrêmement bien faite au 19e siècle. En 1990, le patron du Bataclan ajoute une mezzanine. Il faut défaire, casser toute l'isolation phonique, et puis on en refait une avec les techniques fin XXe siècle, donc la technique a beaucoup avancé, et néanmoins, à partir de ce moment-là, c'est l'enfer dans l'immeuble d'à côté. On dit, il a dû y avoir quelque chose qui ne va pas, on casse toute l'isolation phonique, on la refait, et c'est pareil. Le voisin va chez son avocat. L'avocat, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un procès. Et quand l'affaire m'arrive en médiation, le procès dure depuis 13 ans.
Il y a 12 parties, c'est déjà les 2 fois devant la cour d'appel, et le magistrat de la cour d'appel constate qu'il y a 38 demandes, dont toutes sortes de nullités de procédure, bien sûr. Et il convoque les avoués et les avocats pour leur dire qu'est-ce qui va se passer sur 38 demandes, je dois répondre 38 fois, donc il y aura forcément au moins un cas qui sera cassé, donc ça va repartir en cassation, ça va repartir en cours de renvoi, ça va remonter en cassation, vous n'en sortez pas. Donc pour en sortir, la seule chose que je vois, c'est une médiation. Évidemment, vous voyez, on est en 2003, hein, à l'époque, la médiation, c'est du tout nouveau. Le magistrat, les avocats se regardent en disant une médiation sur 38 points, ça ne peut pas y arriver. Qu'est-ce que vous avez à perdre? Allez voir. Et je commence par demander à aller visiter les lieux. J'y vais en petit comité, on fait une réunion rapide juste pour voir les lieux. Et on m'explique qu'on sait maintenant ce que c'est que la mezzanine est sur des poteaux, les poteaux sont sur des blocs de béton, les blocs de béton touchent le mur d'à côté. Et ça vibre. Ce qui veut dire que le monsieur à côté, dans son appartement, il n'entend pas le bruit de la scène, il entend la vibration de son immeuble. Bien, on m'a expliqué ça, moi je ne suis pas architecte, je ne connais rien en isolation phonique, et je ne vois pas comment traiter cette affaire. Si ce n'est que la réunion suivante, je me retrouve avec 20 personnes. Et l'avocat du demandeur m'avait expliqué que la situation était tellement horrible que son client ne pouvait plus vivre dans son appartement et il habitait dans sa caravane en Normandie. J'habite la Normandie, je vous assure que je n'ai pas envie d'habiter dans une caravane. Et on commence cette réunion avec tout le monde, la médiation proprement dite, et là je vois tous les grands cabinets d'avocats de la construction qui se font des bises, tout le monde se connaît, on se congratule, sauf évidemment le demandeur et puis son avocat dans un petit coin. Je me dis comment je vais aborder ça. Et je commence avec une question idiote. S'il y a bien une question idiote, c'est celle-là. Mesdames, messieurs, combien pensez-vous que coûteraient les opérations nécessaires à ce qu'il n'y ait plus de bruit à côté? Et tout le monde me dit, grosso modo, 2 millions d'euros. Très bien. Et le patron du Bataclan me dit oui, plus la fermeture du Bataclan pendant 6 mois pour faire les travaux, ça fait 6 millions d'euros, donc total 8 millions d'euros. Je me tourne vers le propriétaire qui se plaint, le demandeur, et je lui dis « Monsieur, votre immeuble, il vaut combien ?» Et le gars m'a dit « Oh là là, il vaut au moins 250 000 euros. » Alors je me tourne vers le patron de la mutuelle des architectes, et je lui dis « Monsieur, j'aimerais pas être à votre place. » Il dit pourquoi? Je dis parce que moi ça m'embêterait de devoir payer 8 millions d'euros pour qu'il n'y ait pas de bruit dans un appartement à 250 000 euros. Mais bon, moi, je dis ça, je dis rien. Je peux vous voir. J'écourte un tout petit peu. En 1 heure, nous avions résolu ce problème. Ils étaient devant les juridictions depuis 12 ou 13 ans. Cela pour vous dire ceci. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai simplement amené les gens à expliquer quel était le problème et je leur ai fait voir leur problème d'un autre point de vue. Le point de vue de celui qui ne sait pas. C'est parce que je ne sais pas que j'ai eu cette idée de parler de prix, parce que le prix, ça je peux comprendre. La sonorisation phonique, je ne peux pas. Et le rôle essentiel du médiateur, et tous les exemples cités par Claude Amard vous l'ont montré, c'est ça. C'est seulement d'amener les gens à bien poser le problème, c'est l'accord sur le désaccord, et puis ensuite à voir les choses autrement, d'un autre point de vue, de ce point de vue extérieur. Et à partir de ce moment-là, ça roule tout seul. Voyez-vous, ça veut dire que dans toutes les affaires, il peut y avoir médiation. Et comme vous l'a expliqué Madame Lasserre, ce qu'elle a appelé la médiation de projet, c'est l'introduction d'un tiers lors de la formation du contrat. Et vous transformez complètement les choses. Parce que quand vous faites ça,
Tous les problèmes techniques restent des problèmes techniques. Les problèmes de planification restent des problèmes de planification. L'obligation, la seule obligation dure dans ce type de contrat, qu'on appelle aussi contrat de partnering, c'est de communiquer. Vous avez l'obligation de dire d'avance les difficultés auxquelles vous risquez de vous trouver confronté pour que les autres se préparent à réagir si jamais ça arrive. C'est la situation du coronavirus, donc là, vous savez tout.